À l'ordre, s'il vous plaît. Et on constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029 ». Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la Présidente, Madame Macaron Westmont Saint-Louis est remplacée par Mme Caron-Lapinière, M. Leduc Hochelaga Maisonneuve par M. Fontessia Laurie-Dorion et M. Bérubé Matane-Matapédia par M. Boissonneau Arthabasca. Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous allons entendre les deux derniers groupes de tout cet exercice, ce long exercice, qui sont la Corporation des concessionnaires automobiles du Nord-Ouest, conjointement avec la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, qui sont avec nous en visioconférence. Et nous allons terminer avec le Regroupement québécois des résidences pour aînés. Alors, pour nos deux premiers groupes qui sont invités, je vous les présente. Monsieur Charles Robert, directeur des affaires gouvernementales et relations avec les médias. Et nous avons également Monsieur Dion, président de Norauto Nissan, je m'excuse, et Monsieur Donald Dion, président sortant et président d'Action IKEA. C'est pas du tout la même chose qu'il y a. Alors, messieurs, bienvenue à la commission. Vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour présenter l'essentiel de vos recommandations. Et par la suite, vous allez pouvoir entendre les parlementaires vous poser quelques questions. Et voilà, le premier 10 minutes qui vous est accordé commence maintenant. Merci beaucoup, Madame la Présidente et Mesdames, Messieurs, les membres de la Commission. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, vous avez compris que je parle ici aujourd'hui au nom de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, qui regroupe près de 900 concessions et qui emploie 63 000 personnes. Je suis accompagné par Michel Dion, qui est président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Nord-Ouest, et de M. Donald Dion, qui en est le président sortant. Alors, notre message tient en 3 idées simples. 1, nos ateliers de mécanique et de carrosserie sont un service essentiel dans le quotidien des Québécois. 2, la pénurie de main-d'œuvre en mécanique et en carrosserie est désormais un enjeu structurel. Et 3, nous en appelons à une concertation réelle entre le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien pour des ajustements ciblés sans opposer recrutement local et international. Concrètement, l'entretien et la réparation des véhicules, y compris des ambulances, des véhicules policiers, des autobus scolaires, des flottes commerciales et les véhicules des particuliers en région dépendent de la capacité de nos ateliers. En sous-effectif, des territoires entiers se désorganisent, délais, coûts et immobilisation des véhicules. Regardons les faits du secteur des services automobiles au Québec. Mécanique, carrosserie, vente, entretien, ateliers indépendants et concessionnaires. On parle ici de plus de 107 000 travailleurs dans plus de 18 000 établissements. En 2023, on estimait à environ 2 300 à 3 000 postes vacants en mécanique et 600 à 700 en carrosserie. Le taux de postes vacants du secteur est environ 4,6 au-dessus de la moyenne provinciale, qui, elle, se situe autour de 3,9 Plus de 40 des travailleurs en mécanique ont 50 ans et plus. Et côté formation, sur les 4011 inscriptions dans les DEP, 1219 diplômés, toutes voies auto confondues en 2023, soit un taux de diplomation d'environ 30 Autrement dit, l'offre locale ne couvre pas la demande et doit en plus suivre ce qui touche l'électrification de l'automobile, l'électronique et la calibration des systèmes d'aide à la conduite. Dans notre réseau, la réalité est la même, et je parle de la réalité des concessionnaires, est souvent plus aiguë en région. En Abitibi-Témiscamingue, et mes deux collègues pourront en parler mieux que moi, par exemple, on parle d'un taux de vacances sectoriel autour de 7 de cohortes beaucoup trop petites en CFP, moins de 25 diplômés par an en mécanique et moins de 10 en carrosserie. De logements coûteux, de concurrence salariale très forte, par exemple en Abitibi du secteur minier, et même avec davantage de chômage dans certaines RMR, les bons profils techniques ne se déplacent pas spontanément là où on en a besoin. Et ce décalage n'est pas théorique. Un poste de technicien non pourvu, c'est environ 1600 à 1700 heures nettes de capacité atelier perdues par an. Multiplié par les milliers de postes vacants à l'échelle du secteur, on parle de millions d'heures d'entretien différés, des réparations urgentes retardées, des contrats reportés et des coûts pour les ménages et des PME, et parfois même des enjeux de sécurité publique. Aujourd'hui, évidemment, on distingue ce qui relève du gouvernement canadien et ce qui relève de la responsabilité du gouvernement du Québec. Côté fédéral, depuis l'automne 2004, vous le savez, le programme des travailleurs étrangers temporaires s'est
grandement resserré avec un plafond de 10 au volet bas salaire permis souvent limité à 12 mois. Relèvement du seuil au salaire au-dessus du médian provincial, non-traitement de certains EIMT à bas salaire dans les RMR à 6 de chômage ou plus, contrôle d'intégrité renforcé. Et mis bout à bout, ces règles compriment grandement la capacité des ateliers et font basculer des postes dans un cadre beaucoup plus contraignant. Côté québécois, en 2024, le gouvernement du Québec a suspendu temporairement les PTET à Montréal sous le salaire médian annoncé et a annoncé un encadrement accru de l'immigration temporaire et étudiante. Mais, et c'est important de le souligner, le gouvernement du Québec possède encore malgré tout des mécanismes pour offrir la résidence permanente et agir dans sa propre cour. Il y a le PEC qui a été suspendu par moment et pour certains volets, le PSTQ, un parcours en plusieurs étapes, vous le savez, qui demeure malgré tout très lourd sur le terrain. Autrement dit, néanmoins, des outils existent, mais ils doivent être ajustés et accélérés pour des métiers que l'on juge essentiels. À cet égard, le gouvernement peut agir dès maintenant. Clarifier les critères, alléger la procédure, prioriser nos métiers et ouvrir des passerelles réelles et prévisibles vers la résidence permanente. Plus largement, le Québec détient des leviers structurants. Définir des métiers en pénurie prioritaire, ajuster le PEC pour les DEP pertinents, accélérer les CSQ, franciser un emploi, soutenir les centres de formation professionnelle afin de moderniser l'offre. De notre côté, les concessionnaires recrutent, forment localement, tant que faire se peut. Du côté de la CCAQ, on a renforcé la prospection locale avec l'initiative, encore en cours aujourd'hui, ma carrière en concessionnaire, et sur le terrain, on a tenté pendant la pandémie le recrutement étranger avec une division qu'on appelle Mobilo. Mais aller à la rencontre des talents, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Les travailleurs étrangers temporaires aujourd'hui restent à court terme le pont qui maintient des services essentiels. Et ce que nous demandons au gouvernement du Québec dans ses compétences, c'est de classer les mécaniciens et carrossiers en pénurie prioritaire, bonifier le PEC pour les diplômés DEP de ces filières avec des passerelles claires vers la résidence permanente et accélérer les CSQ. Ce que nous demandons aussi au gouvernement du Québec de porter auprès d'Ottawa un moratoire sur le plafond de 10 pour la mécanique et la carrosserie en région sous tension, des permis d'au moins 24 mois pour les postes essentiels et un volet fédéral services essentiels mobiles et des corridors accélérés pour la résidence permanente. Un mot, évidemment, sur les seuils qui sont au cœur de vos travaux aujourd'hui. L'enjeu, ce n'est pas seulement la quantité, c'est la bonne personne au bon endroit pour la bonne durée avec un chemin clair vers la résidence permanente. 3 principes simples selon nous, prioriser la conversion en résidence permanente des personnes déjà intégrées dans ces métiers essentiels, fixer des cibles par région et par secteur selon les besoins documentés, attacher chaque décision de seuil à un plan d'intégration crédible, ici entendez logement, francisation, reconnaissance de compétences, et ce, co-réaliser avec les employeurs et les municipalités. Sachant que le temps favorise l'intégration, vous le savez, en région, l'arrivée d'un immigrant peut être un choc culturel pour lui. Mais avec des permis d'au moins 24 mois, des passerelles vers la résidence permanente et l'appui concret des employeurs, logement à l'arrivée, mentorat, francisation, en emploi, accompagnement des conjoints, la rétention progresse. Les équipes se stabilisent et le français au travail se renforce. Et enfin, nous lançons un appel à la responsabilité partagée. Nous avons vu récemment dans les différents médias le gouvernement du Québec et Ottawa se renvoyer la balle. Et nous voulons rappeler aux parlementaires que l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall a démontré qu'on peut trouver des terrains d'entente qui respectent les impératifs économiques et culturels du Québec. Nous en appelons à retrouver cet esprit de collaboration, parce qu'entre-temps, des secteurs entiers, dont le nôtre, manquent de solutions concrètes. Je rappelle que notre réseau, c'est 900 concessionnaires répartis dans les 17 régions du Québec, 63 000 emplois, 1,5 milliard versés au gouvernement et aux municipalités en divers revenus fiscaux. Je rappelle que les concessionnaires du Québec soutiennent aussi les médias régionaux comme étant les plus grands acheteurs d'espaces publicitaires et qui sont un vecteur d'information locale de qualité. Et nos ateliers de mécanique et de carrosserie sont donc un service essentiel. Et pour toutes ces raisons, nous demandons une concertation rapide entre le gouvernement du Québec et Ottawa et des ajustements ciblés pour sécuriser la mobilité des citoyens et l'activité économique des régions du Québec. Sur ce, je vous remercie. On est prêt à prendre vos questions.
Monsieur Robert, merci. Monsieur Dion également. Alors, on va donc commencer les pourparlers, pas les pourparlers, mais les discussions avec les parlementaires. Je fais le lien de deux mots. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous pour débuter. 16 minutes 30 secondes. Merci bien, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. C'est très concret, très parlant, très proche du terrain. Je pense qu'on a besoin de ça. C'est ce qu'on a besoin aussi en commission parlementaire. On peut associer par la bande les gens qui travaillent dans les concessionnaires automobiles, les mécaniciens, mécaniciennes, je veux le dire au féminin aussi, il peut y en avoir aussi. C'est proche du secteur manufacturier d'une certaine manière. Le secteur manufacturier produit un bien neuf, tandis que vous l'entretenez, vous le maintenez sur la route avec parfois les mêmes outils et avec des compétences absolument nécessaires. On ne voudrait pas que quelqu'un s'improvise mécanicien pour, par exemple, entretenir nos freins. Là. Il y a quelque chose là, de crucial là-dedans. J'ai vu que vous n'en êtes pas à vos premières demandes, première revendication, le gouvernement fédéral qui a fait ces modifications de manière unilatérale en septembre 2024. Puis je regardais les revues de presse, puis déjà, dès décembre 2024, vous vous disiez inquiet à la suite des changements réglementaires fédéraux concernant l'embauche et le maintien des travailleurs étrangers temporaires. Vous demandiez de relever le seuil des travailleurs étrangers autorisés pour les concessionnaires en région éloignée, prolonger la durée de vie des visas, etc. Le gouvernement a fait la sourde oreille. En juillet 2025, plus récemment, je vois un article du Journal de Montréal où là, ça abordait les impacts de la réduction des TET sur les concessionnaires en Abitibi-Témiscamingue. Dans cet article de journal-là, l'association exige d'urgence un moratoire du gouvernement fédéral. On est allé exactement dans la direction que vous demandiez à plusieurs reprises, publiquement, à travers des lettres officielles, des sorties de presse, des discussions privées que j'ai eues avec plusieurs ministres fédéraux. Vous dites, on ne veut pas que les gouvernements se renvoient la balle. Je ne pense pas que c'est le cas, parce qu'il y a des choses qu'on contrôle. Par exemple, sur le programme de travailleurs étrangers temporaires, normalement, avant que le fédéral débarque là, en septembre 2024, nous contrôlions réellement, là, pratiquement à 100 les paramètres de ce programme-là. Et nous, on avons imposé une mesure spécifique Montréal-Laval, parce qu'on a un enjeu spécial démographique, linguistique, culturel, Montréal-Laval. C'est notre décision, on l'assume parfaitement. Elle fait peut-être pas l'unanimité, mais elle fait consensus. Quand Ottawa débarque et pose de manière unilatérale une mesure qui vient avoir un impact négatif dans nos régions, chez vos membres, on le dénonce, mais ce n'est pas de se renvoyer la balle. On dit, cette mesure que vous avez imposée, nous vous demandons de la retirer ou de l'amoindrir à tout le moins avec une clause grand-père. Et puis, d'autres nous disent, bien, si Ottawa arrache les travailleurs étrangers temporaires, alors Québec, lui, pourrait leur donner la permanence, leur donner des CSQ à tous. C'est deux choses différentes. On va considérer ça sérieusement. J'ai déjà mentionné dans le cadre des consultations. Je ne pense pas qu'on peut, d'un seul coup, en quelques semaines, donner des CSQ à tous les travailleurs étrangers temporaires à grandeur du Québec comme ça. Souvent, ils viennent pour des besoins qui sont ponctuels, pas toujours. Il y en a qui sont ici pour plusieurs années. Mais je pense qu'il y a quelque chose à considérer là-dedans. Mais pour nous laisser le temps de bien faire les choses, je pense qu'il faudrait qu'Ottawa cesse de nous les arracher un après l'autre en refusant de renouveler ces permis-là. Une des raisons pour lesquelles vous avez un si grand besoin de travailleurs étrangers temporaires, c'est parce qu'au Québec, on ne fournit pas suffisamment de gens qui sortent de nos centres de formation professionnelle. Pouvez-vous nous dire combien de personnes, combien de jeunes sortent, ou même de personnes moins jeunes vont se requalifier, vont suivre des formations à chaque année pour venir travailler là, en mécanique automobile? Ouais, écoutez, les données les plus récentes qu'on avait, et c'est celles dont je fais mention dans l'introduction, en 2023, pour les 4000 étudiants en DEP et tout secteur automobile confondu, on a un taux de diplomation de
je pense que c'était autour de 1200, si j'ai pas mon allocution. Et par exemple, en Abitibi, ben, là, mes collègues pourront en parler mieux que moi, mais on se retrouve avec des cohortes qui sont faméliques. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, Monsieur le ministre, c'est qu'on est allé au bout de ce qu'on est capable de produire en termes de main-d'œuvre localement. Et ce, autant en diplomation que dans la requalification. D'autant plus que, évidemment, c'est un secret pour personne, là, mais on subit aussi lourdement là, le poids démographique là, et le vieillissement de la population. Alors, on est ici aujourd'hui parce que les travailleurs étrangers et les immigrants permanents sont, à notre sens, notre solution de dernier recours. Je ne vous mentirai pas que la plupart des gens, des membres chez nous, sont aux abois. Et voyons, mes amis de l'Abitibi vont vous le dire, mais on atteint des seuils qui sont hallucinants. Je pense, Donald, sauf erreur de ma part, emploie 30 de sa main-d'œuvre en mécanique qui sont des travailleurs étrangers temporaires. 30 c'est énorme. Et un peu plus tôt, on discutait entre nous avant de rentrer en commission et on parlait d'un concessionnaire Honda en Abitibi qui, lui, rentre à plus de 50 Donald, je ne sais pas si tu veux faire un peu de pouce là-dessus. Ou Michel, désolé. Je passe la porte à mes collègues. Je peux y aller. Vous parliez du concessionnaire Honda à Rouyn-Noranda. Il a 20 travailleurs étrangers dans son personnel sur 46 employés total. Dans son atelier mécanique, on parle de 7 travailleurs étrangers sur 10 techniciens. En esthétique automobile, donc il fait le lavage des véhicules, il y a 6 préposés en esthétique. Sur ces 6, 5 sont des travailleurs étrangers. Et il fait de la carrosserie également. Il y a 3 techniciens. Sur les 3, 2 sont travailleurs étrangers. Donc pour lui, c'est extrêmement important que ces travailleurs-là puissent rester en poste. Donc, il y a des enjeux importants quand on est rendu à 73 de ces techniciens qui sont travailleurs étrangers. Donc, ça prend la majorité sur les travailleurs québécois d'origine. Petite question technique, parce que les contraintes sur les travailleurs étrangers temporaires que nous ont apporté le gouvernement fédéral sont liées au salaire. J'imagine que ce n'est pas le même salaire pour quelqu'un qui fait de l'esthétique, là, qui lave le véhicule, versus quelqu'un qui a une expertise, par exemple, pour entretenir, réparer un véhicule électrique. Là, ça demande des connaissances techniques assez élevées. Mais supposons qu'on parle de la mécanique. Quelle est la fourchette des salaires, soit le salaire horaire à l'heure ou, disons, salaire annuel? Grosso modo, le fédéral dit 34 l'heure, grosso modo, comme seuil. Ça donne autour de 70-72 000 par année. C'est quoi la fourchette des salaires pour, par exemple, vos mécaniciens? Pour les mécaniciens d'expérience, sont entre 35 et 40 de l'heure. Donc, ici, on parle des employés qui sont là depuis plusieurs années, qui font de la mécanique depuis 20-30 ans. Donc, quelques-uns atteignent les 40 de l'heure. Donc, quand on parle du seuil de 34 et 62 pour les travailleurs étrangers, on est très proche du salaire des gens d'expérience. Donc, la fourchette, si on parle d'un jeune qui sort de l'école, on va faire autour de 25 l'heure et on progresse vers les 40 au fil des années. Donc, le salaire, comme je disais, à 34 et 62 est déjà très élevé dans la fourchette. Okay, c'est ça. Donc, pour les gens qui ont plus de compétences ou plus d'expérience, ils pourraient être au-dessus et donc ne pas être comptabilisés dans les seuils du gouvernement fédéral, mais pour les gens qui sont, disons, plus juniors ou qui arrivent, bien, à ce moment-là, ils sont comptabilisés. Mais c'est important pour moi d'avoir cette nuance-là. Une autre nuance importante, une question que j'aimerais éclaircir avec vous autres, c'est la question des moyens d'obtenir le CSQ, le Certificat de sélection du Québec, et donc d'aller vers la résidence permanente. Vous dites que ça serait intéressant de bonifier le PEC, le Programme d'expérience québécoise, parce que tel qu'il était au moment d'être suspendu, il ne permet pas aux diplômés avec un DEP de moins de 1800 heures de basculer, d'utiliser le PEC diplômé. Donc, en réalité, le PEC est suspendu en ce moment parce que les seuils étaient atteints, voire dépassés.
Mais si on le réactivait demain matin, pour vous, ça ne serait pas tellement une solution. Je vous soumets que le programme de sélection des travailleurs québécois, le nouveau programme, lui, permet aux diplômes d'études professionnelles de moins de 1800 heures de passer la rampe. Donc, en fait, même à partir de 900 heures ou 600 heures, on peut être admissible soit au volet 1 ou au volet 2. Je reconnais que ces derniers mois, on vient de lancer le programme de sélection, le PSTQ, et donc c'est quelques centaines d'invitations qui ont été faites, pas parce que le PSTQ est un programme à petit volume, parce que les volumes étaient atteints pour l'année 2025, mais on peut penser que pour les années à venir, le nouveau volet PSTQ est beaucoup plus prometteur pour vous que le PEC, puisque la durée des formations ne permettait pas à vos travailleurs de se qualifier pour le PEC. À la lumière de ce que vous dites, oui. Toutefois, comme je le disais un peu plus tôt, le problème, c'est que les cohortes de diplômés suffisent pas à la demande. Alors oui, on n'ira pas cracher dans ça. Évidemment que ça nous aiderait. Mais la solution doit être beaucoup plus horizontale. Par contre, non, effectivement, je n'irai pas chialer sur un élément qui permettrait d'aller chercher un peu plus de main-d'œuvre, évidemment. Ça pourrait être on cherche les voies ensemble, d'accord? On est là. On est là. Je suis votre allié là-dedans. Faites-vous-en pas, là. Je suis définitivement votre allié. L'occupation du territoire, la régionalisation de l'immigration, le maintien des travailleurs étrangers temporaires dans vos concessionnaires, la clause grand-père, le passage des travailleurs étrangers vers un statut permanent, là, je vous dirais, je coche oui à toutes ces cases-là. Donc, je cherche des voies de passage, puis là, j'en vois une, je vous la soumets, je voulais savoir si vous étiez au fait ou ce que vous en pensiez. Je suis comme ancien ministre de l'Éducation, ancien enseignant, je veux juste revenir sur l'éducation une seconde fois, si vous permettez. Le taux de diplomation au DEP était assez bas. Est-ce parce que parfois, puis c'est pas un reproche que je vous fais, en pénurie, on fait ce qu'on peut, mais est-ce que ça se peut que des fois, des étudiants font un stage et se font tout de suite offrir l'emploi dans le concessionnaire? Donc, c'est pas nécessairement des gens qui, au milieu du DEP, diplôme d'études professionnelles, disent « ça m'intéresse plus », mais plutôt des gens qui décrochent parce qu'ils décrochent l'emploi de leur rêve, puis ils terminent leur formation directement chez vous, dans vos concessionnaires. Je ne sais pas si un de mes deux collègues veut Donald, je vais te laisser aller. Merci, c'est gentil. Oui, bonjour. Ben, si je peux me permettre, on avait fait un genre de petit sondage, puis on s'était réunis, tous les concessionnaires, pour justement ne pas faire ça. Chacun avait la consigne de ne pas le faire. Parce qu'on est vraiment proche du... Non, mais le CFP, notre permanent est au CFP. C'est-à-dire qu'on loue ses services. Fait qu'il nous tient au courant de ceux qui ont été... S'il y en aurait qui auraient été engagés pendant leur stage, on est au fait de ça. Fait puis il n'y en a eu aucun. Juste pour vous donner une idée, j'avais fait un petit sondage. De 2019 à 2022, on avait 30 finissants. 30 finissants. Là, le questionnaire, il y en a 15 qui ont répondu. Sur les 15, il y en a 7 qui sont dans les concessionnaires automobiles. Fait que ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment long. On subventionne leur salaire, on lui paie un salaire, on paie le déplacement pour qu'ils viennent. Parce que le centre de formation il est à Val-d'Or. Fait que s'il vient à Rouen ou il va à La Sarre ou il va dans toutes les villes de la région, on défraie les coûts. Puis, les premières années, de mémoire, c'est 20 de l'heure, je pense, ou 17, 18. Non, je pense qu'on l'a monté à 20. Je pense qu'on l'a monté à 20 de l'heure pour qu'il commence. On lui fournit des coffres d'outils quand il arrive. On fait tout en notre pouvoir pour essayer puis on s'arrange pour ne pas les prendre pendant leur formation. Ça prend leur formation. Ce n'est pas un reproche que je vous faisais. Je comprends non, je ne le sentais pas comme un reproche. La nécessité est la mère des fois des inventions ou des interventions. Puis des fois, on dit, regarde, je vais terminer ta formation. Tu es un mécanicien prometteur, viens ici. Ça aurait pu expliquer le faible taux de diplomation. C'est des fois, des gens restent dans le secteur puis complètent
à l'interne. Dernière question qui touche encore l'éducation, mais en même temps qui touche la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que les formations dans les centres de FP de votre région ou à la grandeur du Québec ont des formations avec une espèce d'alternance, stage-études? En Europe, ils appellent ça le programme dual, là, où il y a une partie de leur formation qui n'est pas nécessairement dans l'école directement, mais qui est chez le concessionnaire. Bien, je sais que ça, c'est un facteur de rétention et de diplomation quand on sort de l'école et qu'on va directement sur le marché du travail. Oui, exactement. On le fait systématiquement. Il y a les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années. Puis en plus, c'est les étudiants qui choisissent. Fait qu'ils nous font seulement une demande et nous, on accepte la demande, puis on le fait. Puis après ça, ils retournent à l'école. C'est une alternance, là, travail-école, travail-études. Là. C'est déjà en place. Ça fait, excusez-moi, ça fait déjà 4-5 ans que c'est déjà en place, ça. OK. Bien, je vous remercie pour cet échange-là. Je vous répète qu'on est très sensible à vos préoccupations. On sait qu'on a besoin, pour des questions de durabilité, des questions d'écologie, des questions d'occupation du territoire, des questions de sécurité. On a besoin de vous et on va travailler en tant qu'alliés pour vous aider à passer à travers ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le ministre. On poursuit la discussion, cette fois avec le député de l'opposition officielle pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, Messieurs Robert Dion et Dion. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre mémoire que j'ai lu avec attention. Quelques questions pour bien saisir, en fait, tous les défis auxquels vous faites face. Je comprends que dans votre mémoire, à la page 4, vous soulignez que est-ce que c'est présentement qu'il y a, parmi les postes vacants, environ 2325 postes de mécaniciens vacants? Est-ce que je comprends bien le chiffre? Oui, exactement. Donc là, au Québec, là, pour l'ensemble du Québec, là... Oui, en fait, je vais être obligé de nuancer parce que les données disponibles en ce moment, datent de 2023. Alors, okay. Juste pour contextualiser, là, les prochains chiffres devraient être disponibles bientôt, mais ce que je peux vous dire, Monsieur le député, c'est que la situation ne s'est pas améliorée. Alors, ce qui était vrai en 2023 est potentiellement vrai aujourd'hui. Et je vous remercie. Et je comprends que parmi vos travailleurs étrangers temporaires, dans la catégorie mécaniciens approuvés en 2022, vous en avez 732. Sauf erreur, oui. Oui, d'accord. Et ils sont ici depuis plusieurs années? C'est une excellente question. Globalement, je ne suis pas capable de vous donner la moyenne. Je ne sais pas si Donald ou Michel peuvent parler dans leurs propres entreprises, eux, du temps que ces travailleurs-là ont passé dans leurs entreprises respectives. Mais oui, est-ce que vous voulez, M. Dion et Dion, ajouter quelque chose? Oui. Juste pour répondre à votre question, 2018-2019 a été l'entrée massive, je dirais, de travailleurs étrangers. C'est là qu'on a commencé à recruter un petit peu tout le monde. On s'est consulté, tout le monde s'est passé les contacts et c'est beaucoup là que ça a commencé. Donc, 2000... Oui, allez-y. Il reste environ un an à plusieurs travailleurs à leur contrat qui étaient au départ des contrats de 3 ans de mémoire. Fait qu'il leur reste une année, là, en majorité. Là. Il y a plusieurs que c'est comme ça. Et avec les gens dans votre réseau, est-ce que je comprends que ces travailleurs-là voudraient rester, donc éventuellement obtenir une résidence permanente? Pour la grande majorité, oui. Et d'ailleurs... On est déjà en processus. D'ailleurs, c'est ce qu'on revendique, c'est de meilleures passerelles vers la résidence permanente. Comme je disais dans mon allocution d'introduction, évidemment, quand un nouvel arrivant arrive en région, il y a un choc culturel. Mais je vais y aller un peu, je vais caricaturer, mais ça passe ou ça casse, hein, comme on dit. Mais quand ça passe,
l'intégration se fait de façon beaucoup plus organique et harmonieuse. Et souvent, on serait capable d'assurer la pérennisation de nos opérations dans ce secteur-là, notamment, si on était capable de... Parce que, de toute façon, il n'y a pas de notion de temporaire en mécanique automobile. C'est pas des travailleurs saisonniers. On se comprend, l'entretien mécanique d'un véhicule, on en fait à l'année longue. Et les besoins sont répartis à l'année longue. Puis, je le répète, là, mais un poste de technicien, d'un mécanicien non pourvu, c'est 1700 heures nettes par an. Alors, multiplier ça par le nombre de postes vacants, là, c'est des millions d'heures d'entretien qui sont différés. Des millions. Et puis, comme je l'ai dit, en Abitibi notamment, les ateliers en mécanique assurent le maintien, la réparation de véhicules de service public. Là. On parle de prestations de services aux citoyens. Alors, donc, ambulance, voiture de police, camion de pompiers, etc., etc. Alors, on se retrouve dans une situation qui pourrait devenir extrêmement difficile et qui va au-delà des enjeux strictement économiques. Bien que, économiquement, ce manque à gagner-là soit une catastrophe, mais là, on tombe dans un... Puis, on le sait, là, il n'y a pas d'alternative pour quelqu'un à Amos. Si jamais sa voiture est en réparation, qu'il n'a pas accès à un nouveau véhicule, qu'il y a un délai, il n'y a pas de métro à Amos encore. Alors, il n'existe pas d'alternative de transport en commun. Alors, voyez à quel point c'est facile de déconstruire un écosystème juste parce on n'est pas capable d'assurer assez d'heures d'atelier en mécanique. Et votre point est excellent. La réparation de véhicules, c'est pas comme la cueillette de fruits et de légumes. Des freins, on en remplace toute l'année, des silencieux, enfin bref, toutes les composantes de véhicules automobiles, qu'ils soient électriques ou à essence. On jase, là, puis vous comprendrez, moi, je vais essayer de vous aider, puis vous avez parlé aussi souvent des enjeux entre le fédéral et le provincial. Alors, je vais avoir deux questions là-dessus, parce que les travailleurs temporaires étrangers, la question des bas salaires, le pourcentage, effectivement, ça ce sont des règles fédérales. Et ça vous permettrait peut-être de les garder. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Si ça fait des années qu'ils sont ici, et que maintenant, ils sont intégrés dans vos milieux. Si d'une façon régionale, parce que là, le PEC est suspendu, c'était peut-être pas le meilleur moyen pour vous, mais là, maintenant, M. le ministre nous parle souvent du PSTQ. Est-ce que ça vous aiderait? Puis ça c'est québécois, là. Est-ce que ça vous aiderait si, dans une ronde éventuelle, hypothétiquement, Monsieur le ministre disait, bien, dans votre secteur, c'est prioritaire. Vous avez parlé tout à l'heure de réparer des ambulances, réparer des camions de pompiers et de dire, écoutez, on vous entend, on va vous le régler, votre problème, là, puis on va vous en envoyer des invitations. Est-ce que c'est quelque chose qui serait aidant pour vous? À sa face même, oui. Est-ce que c'est suffisant? Là, malheureusement, je suis dans l'hypothèse de l'hypothèse. Là, malheureusement, c'est évident que ça ne nuira pas. En tout cas, à la lumière de la conversation qu'on vient d'avoir, je pense que ça peut aider. Mais est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas, non. Et êtes-vous d'accord avec moi? Parce que là, on parle de planification pour les prochaines années en immigration. Je privilégie le sur-mesure que le mur à mur. Parce que il n'y a pas des régions qui sont identiques. D'ailleurs, vous mentionnez quelques régions. Des sommets régionaux pour mieux planifier l'immigration. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, d'aller interagir avec... évidemment, la planification de l'immigration, c'est un travail qui doit se faire en concertation avec les différents milieux. C'est pas juste, évidemment, là, moi, je représente une association sectorielle. Vous avez entendu les grandes associations nationales, mais en même temps, vous avez raison quand vous dites que l'Abitibi, c'est pas la Gaspésie, puis que Montréal, c'est pas Sainte-Foy. Oui, là-dessus, on s'entend. Puis chaque région a des besoins qui lui sont propres dans des domaines spécifiques.
Le fait est que ce que j'ai entendu, néanmoins, mais cela dit, la réponse claire à votre question, Monsieur le député, c'est que oui, on serait tout à fait favorable à des initiatives locales, tout à fait. Mais, mais cela dit, aujourd'hui, je suis avec vous, avec mes collègues de l'Abitibi, mais ça aurait pu être des gens d'Abitibi, ça aurait pu être des gens de la Gaspésie, ça aurait pu être des gens du Lac-Saint-Jean. C'est ce que nos amis de l'Abitibi viennent vous dire aujourd'hui, on l'entend dans toutes les régions du Québec, cela étant en... Pourrait être aussi des gens des îles de la Madeleine et eux, en plus, ce sont des insulaires. Donc, effectivement, un enjeu. On peut parler aussi de l'île d'Anticosti. Il y a des gens qui vivent là, ils ont de la machinerie lourde, etc., etc. Peut-être pas beaucoup de concessionnaires d'auto, mais il y a quand même des véhicules qui roulent. Il y a un dossier, moi, qui me tient à cœur, et c'est celui du regroupement familial. J'aimerais que vous parliez un peu de ça. Comment vos travailleurs étrangers vivent ça? Est-ce que vous avez des enjeux? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que le système est trop lourd? Parce qu'on apprend, statistiquement parlant, que dans le reste du Canada, ça prend à peu près 13 mois, alors qu'au Québec, c'est 37 mois et peut-être même plus. Est-ce que vous vivez des enjeux à ce niveau-là? Je vais laisser mes deux collègues, je ne sais pas si dans vos concessions respectives, mes deux collègues ont eu à vivre des situations comme celle-là. Je vais les laisser commencer. Oui, je peux. Je suis propriétaire d'un atelier de carrosserie et j'ai un travailleur philippin qui est chez nous depuis 2019. Aujourd'hui, sa femme est ici, ses 3 enfants ainsi que sa mère. Il n'y a pas encore sa résidence permanente, mais il travaille fort pour l'avoir. Évidemment, quand tu parles la langue des Philippines et que tu tentes de parler le français à travers des Québécois de souche qui ne parlent pas un français très international, c'est pas facile pour eux d'apprendre la langue. Donc, oui, on a des enjeux à ce niveau-là. Il suit ses cours de français, il s'en vient très bon, mais c'est un des enjeux qu'on a pour ceux qui viennent des pays qui ne parlent pas français. Donc, il y a accès à de la francisation, puis évidemment, on aime le français de nos régions, puis on en est fiers avec les variations que l'on connaît. Mais je comprends que ça a pris plusieurs années pour que sa famille soit réunie. Oui, ça a pris 4 ans avant qu'il puisse avoir sa femme et ses enfants ici. 4 ans? Oui. Donc, pendant 4 ans, lui était dans un de vos garages à réparer des autos, puis sa famille était aux Philippines. C'est exact. Je vais aller plus loin. Quand il a quitté les Philippines, sa conjointe était enceinte du 3e enfant. Donc, il n'a pas pu assister à la naissance de son enfant. Donc, on vit des situations assez particulières. On se voit très mal, nous, au Québec, partir à l'étranger et pas voir nos enfants pendant des années, puis seulement leur parler sur un écran d'ordinateur. Mais lui, il l'a vraiment vécu. Donc, il a pu aller aux Philippines après 3 ans, je crois. Là, on l'a aidé financièrement à se payer un billet d'avion, évidemment, mais c'est triste. C'est un drame humain un peu plus. Puis, quand son enfant arrivait, non seulement il ne l'avait jamais vu, mais il l'aurait rentré au CPE tout de suite. Oui, effectivement. C'est très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. Alors, on termine cette audience avec le député de Laurier-Dorion pour une période de 4 minutes 8 secondes. Oui, bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai très peu de temps. Écoutez, on sait que c'est un débat important, la question des seuils d'immigration. Merci de nous donner une fenêtre sur une réalité très, très, très particulière, mais je vais aller de façon très, très globale. On sait que, de façon générale, l'arrivée d'un grand nombre d'immigrants dans une courte période de temps peut susciter des réactions, des enjeux. C'est tout à fait légitime. On joue beaucoup sur le terrain des perceptions, mais la question très subjective, je vais le dire, là, mais dans vos milieux respectifs, est-ce que l'arrivée de cette immigration-là est perçue comme dérangeante, comme une menace ou quelque chose de positif? Quelle est la perception que vous ressentez dans vos milieux respectifs? Je vais laisser mes collègues en parler.
Pas du tout, pas du tout. Ils sont accueillis et on en demande encore plus. Ils sont faciles à intégrer. Moi, j'ai des Marocains qui travaillent chez nous. Puis, ils sont abonnés à notre club junior Léoski régulièrement. Toutes les semaines, ils vont voir les parties. Puis, ils sont très faciles à intégrer. Et depuis, ils parlent très bien le français. Très bien. Écoutez, vous avez parlé aussi de l'épuisement de la filière de formation professionnelle. On sait, vous avez mentionné la question du vieillissement de votre main-d'œuvre. On met beaucoup de l'avant pour pallier à ces problèmes-là, des gains en productivité, automatisation. Je vous vois, là, je conçois mal l'automatisation dans le domaine dans votre domaine. Mais est-ce que vous pensez que des gains en productivité peuvent remplacer l'apport en immigration? À 100%, monsieur le député? Je voulais juste nuancer, mais quand vous dites 100%, suppléer à 100%? Ou en bonne partie, là. C'est-à-dire les gains en productivité peuvent diminuer l'apport de l'immigration. Bien, OK, je vais essayer de nuancer de la meilleure façon possible. La réponse à votre question, objectivement, c'est oui, évidemment qu'il y a des gains en productivité qui peuvent être faits grâce à l'automatisation, l'intelligence artificielle. On est déjà là. Par contre, ça amène des changements aussi dans la façon, c'est le syndrome de l'allumeur de réverbère. Pour un métier qui disparaît, on s'en crée un autre. Par exemple, là, la semaine dernière, j'étais au dévoilement dans un atelier de peinture de nouvelles machineries qui permettent d'aller gagner du temps. Et quand on peinture un automobile, mais ça prend des gens pour l'opérer. Ça prend un autre type de formation. Alors, la réponse la plus intellectuellement honnête, c'est oui, il y a des gains, forcément, mais ça ne pourra jamais suppléer à une main-d'œuvre réelle et humaine. Très bien. D'ici quelques temps, il va y avoir une diminution du nombre de travailleurs temporaires. Et certains pourront avoir accès à la résidence permanente. C'est la question des seuils et ça va être décidé par le Québec. Là. Mais il va y avoir une diminution. Là. Je conçois que ça va être difficile pour votre industrie. Là. Absolument. Et les décisions qui vont être prises dans les prochaines semaines vont avoir un impact important, qu'il soit positif ou négatif, là, mais sur le moyen et long terme, autant économique que dans la prestation de services à la population. Et je ne vous mentirai pas qu'on a certaines appréhensions à cet effet-là, d'où notre appel à la concertation avec les deux ordres de gouvernement. Messieurs, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre contribution à nos travaux. Nous avons votre mémoire, vos recommandations. Alors, on termine dans à peine une heure, l'entièreté des consultations. Alors, vous avez été des nôtres. Je vous en remercie. Et pour les collègues, je vais suspendre quelques instants le temps de recevoir nos derniers intervenants.